Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live, l'émission quotidienne du Vendée Globe. Et comme tous les jours, nous sommes en direct sur Infosport Plus, sur les réseaux sociaux et depuis les Sables d'Olonne en public. Et en ce premier jour de la semaine, autant dire que la flotte est encore et toujours malmenée. Et même quand on se retrouve deuxième au classement, eh bien, il y a des réveils plus durs que d'autres. En effet, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Sébastien Simon du groupe du Breuil. Écoutez. Bonjour à tous, une mauvaise nouvelle à bord de groupe du Breuil. Et oui, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais cette nuit, on a cassé un foil et j'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas d'un coup et ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit, redresser le bateau, choquer les écoutes et j'ai très vite senti aux sensations que quelque chose clochait. J'ai été vérifié sur le pont et en fait le foil était cassé au niveau du coude, c'est-à-dire la partie la plus courbée du foil, qui est la plus profonde aussi, et qui tient le type. Il n'y a plus de foil, il n'y a plus rien dans l'eau. C'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et heureusement j'ai le soutien de mon partenaire, le groupe du Breuil et ma famille et de mon équipe, mais voilà, c'est assez raidasse quand même. En tout cas, la course n'est pas finie, hein. Je vais aller au bout. Et en effet, il va aller au bout, Sébastien Simon, hein, la course est encore longue et tout reste possible. Et justement, avec nos invités du jour, eh bien, on va revenir sur ces difficultés finalement que tous les skippers rencontrent durant le Tour du Monde. Avec nous donc aujourd'hui, on retrouve Étienne Saïz. Salut Étienne. Bonjour Edwige. Notre expert météo de la semaine. Et donc avec toi, eh bien, on viendra bien sûr sur ce qui attend les skippers. Et puis avec nous également aujourd'hui, Bernard Stamm, le team manager de Jean Le Cam. Bonjour Bernard. Bonjour. Et tu comptes aussi, hein, on va y revenir, 3 participations au Vendée Globe. Et justement, quand on entend Sébastien Simon et son émotion face à son avarie de foil, c'est aussi ça finalement, Bernard, le Vendée Globe, des avaries, du découragement. Comment on garde le cap ? Ah ben c'est sûr que c'est des coups durs, quand il y a des pièces maîtresses comme ça qui cassent. Alors là, ça l'empêche pas de continuer. Visiblement, ça a touché visiblement que le foil, donc il peut avancer, il peut continuer à faire ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a pas une partie importante des performances du bateau qui sont grévées. Oui, c'est ça. Et justement, on va prendre des nouvelles peut-être avec toi, Étienne, de Sébastien. Certes, il a des problèmes de foil, mais finalement, ça ne le fait pas ralentir. Où en est la flotte et Sébastien Simon? Eh bien oui Edwige, en fait en classement de 11 heures, hein, si on clique en fait sur Sébastien Simon, on voit qu'il va toujours à 20 nœuds 3, il est toujours en bâbord à mur, donc il est sur le bord, je dirais mauvais bord, et donc il va plutôt bien. On a Charlie qui lui est à 21 nœuds. Sébastien Simon parlait de 30% en fait d'efficacité en moins. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit. Là, il y a peut-être l'état de la mer aussi qui va intervenir, mais en tout cas, je pense que c'est une nouvelle plutôt rassurante pour le groupe du Breuil. Ensuite, au niveau de la course, eh ben, on voit hein, cette carte quand même qui est très colorée. Toujours, on a un Indien qui est très actif, avec beaucoup de dépressions qui passent les unes après les autres. Et on voit que ça navigue quand même très très bien. En aparté là-dessus, quand même, sur le niveau général de la flotte, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Ça navigue très très bien dans tous les groupes. Et je dirais même, il n'y a pas de sous-groupe ou de derrière. Vraiment, la stratégie est très très bonne. L'exploitation du système est très très bonne. On le voit notamment, par exemple, ici. Alors, on voit aussi l'expérience hein, de Jean Le Cam, hein, qui a eu une route un peu plus nord les jours passés. Et aujourd'hui, il est en train de tirer le bénéfice un peu de son option. Il s'en sort plutôt bien là-dessus. Je pense qu'il y a eu des conditions beaucoup plus maniables. Donc, ça va bien aussi pour Jean, qu'on écoutera tout à l'heure. Et effectivement. Et alors, côté classement, ça donne quoi ? Alors, au côté classement, ça va s'ouvrir. Peu de changements. On a vraiment on voit les groupes qui sont bien placés, donc on n'a pas de grand bouleversement au niveau de classement. On a toujours Charlie qui est en tête, un peu de distance pour Sébastien Simon, mais c'est pas lié pour le moment à l'avarie de son foil. Voilà, donc pour le moment, pas de changement à suivre pour les classements. Et effectivement, Étienne, tu le disais, on va tenter dans quelques instants peut-être d'avoir Jean Le Cam avec nous. Avant ça, on va prendre des nouvelles de Benjamin Ferré, skipper de monnayeur du haut Fort Job. Et autant dire que celui qui a notamment été formé et accompagné par Jean Le Cam s'amuse de cet écart d'âge et surtout de cet écart d'expérience. Écoutez-le. Ah bah, c'est sûr qu'on fait de la route hein, et en fait à chaque fois, je crois qu'il y en a un qui a compris avant tout le monde que ça ne servait à rien de forcer l'affaire, c'est Jean.
Et en fait, ça me fait marrer parce que les trucs sur le Vendée, là, j'ai emmené des documentaires animaliers. Et en fait, je trouve que la flotte du Vendée Globe, ça ressemble à tous les petits animaux qui existent, tu vois. Et genre Jean c'est l'éléphant, parce que l'éléphant, il a une mémoire ancestrale de tous ses ancêtres, et donc intuitivement, il sait comment éviter le danger, où trouver l'eau, etc. Et nous, on est des petits jeunes fougueux, Violette, Tanguy, etc., les petits bisous. Et on s'est dit, ouais, 49 fichiers, ça va passer. Et j'imaginais Jean, le vieux sage, regarder ça d'un regard rieur tout là-haut et se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain, les jeunes. Et c'est vrai qu'en fait, on est tous allés, on a tous voulu faire la route la plus courte. Et donc suivre leur taux, et en fait on s'est tous pris 50 nœuds. Tanguy a pété des lattes, moi j'ai rempli le bateau, Violette s'est fait peur. Enfin, je trouve que ça navigue assez bien parce que je regardais un peu la carte, tu vois, les routes des anciens Vendée Globe. Et donc je regardais Gabard, un peu les moyennes qu'il avait faites avec ce bateau quand il gagne le Vendée Globe. Et au final, tu vois, on n'est pas si loin, on fait des 1,5, 19 nœuds de moyenne, donc ça envoie bien et ça me fait marrer parce que Jean il me disait, moi j'ai construit un bateau pour qu'il aille 1 nœud et demi plus vite que Hubert et ton bateau. Et c'est vrai qu'à chaque pointage, 1 nœud et demi plus vite que moi, je me dis bah en fait il doit être content quoi. Et en moyenne il va 1 nœud et demi plus vite que nous quoi. Il avait donc encore une fois peut-être raison, le roi Jean. Propos recueillis donc par Propos Vangine. Alors Bernard, on a donc ce bisu qui est donc Benjamin Ferré et Jean Le Cam, le doyen. Alors qu'est-ce qui compte finalement le plus? Est-ce que c'est l'expérience et Vendée Globe de Jean Le Cam, ou finalement la fougue d'un Benjamin Ferré qui a aussi quand même été formé par Jean Le Cam? Qu'est-ce qui compte le plus? Je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a des bisous qui ont gagné le Vendée Globe, donc ça veut trop rien dire, mais c'est vrai que l'expérience, elle joue beaucoup. Et Jean disait que c'était un peu comme à la cuisine, tu mets la main sur une plaque pour voir si c'est chaud, et là tu te brûles, quoi. Donc, il préfère pas mettre la main. C'est ça, faut tester et comme ça on découvre. Alors Bernard, on essaie toujours évidemment d'essayer d'avoir Jean qui est en train de faire une manœuvre en plein océan, donc vous comprenez aussi, c'est ça aussi le direct, pas toujours simple. Bernard, tu sais ce que c'est, toi aussi on a parfois essayé de te joindre et c'était toujours compliqué, mais Bernard, avant d'être le team manager de Jean, tu as également été donc à sa place, on l'a dit, toi qui comptes 3 participations du Vendée Globe en 2000, en 2008 et 2012. On va revenir sur l'édition 2012, une avarie te contraint à faire escale dans une île de la Nouvelle-Zélande. Cette escale entraînera une disqualification. Malgré tout, tu continueras ta course jusqu'au sable où tu seras finalement acclamé. Alors, qu'est-ce que tu gardes finalement de cette édition? Parce que tu as vécu cette magie du Vendée Globe avec cette arrivée notamment au Sable d'Olonne. Alors, je vous ai perdu un moment, mais j'ai entendu la fin. Alors, l'arrivée au Sable d'Olonne en 2012, c'était un moment mémorable parce que en fait, j'ai quand même fini mon tour du monde. Donc, déjà, c'était l'objectif. Et puis, tous ces gens-là qui étaient venus m'accueillir là dans le mauvais temps, parce qu'il faisait vraiment pas beau. Et ça a vraiment fait plaisir. Alors nous aussi, on a effectivement parfois du mal à t'entendre et pourtant tu es bien à terre, Bernard. Alors après ce tour du monde, le Vendée Globe, tu remportes notamment la Barcelona World Race avec Jean Le Cam. C'est donc un tour du monde en double. Et puis tu enchaînes avec le trophée Jules Verne avec Francis Joyon en ultime. Et tu détiens d'ailleurs toujours ce record. Finalement, ça veut dire qu'il y a une vie après le Vendée Globe? Ah bah, il y a une vie avant, après le Vendée Globe, mais c'est sûr quand on prépare une participation au Vendée Globe, il n'y a pas beaucoup de choses à côté de ça, quoi. Je pense que c'est ceux qui ont préparé ce globe-là, ils ont vécu 4 ans, ils ont mangé Vendée Globe, ils ont bu Vendée Globe, ils ont respiré Vendée Globe, et tout ça pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre maintenant.
C'est ça, ils nous le disent à chaque fois, les skippers. Hein. Effectivement, tu as raison, ils vivent et ils mangent Vendée Globe jusqu'à cette course. Allez, on va revenir justement en 2024, dans cette 10e édition, pour évoquer la flotte, mais qui file sur la toile. C'est le point virtuel Regatta, hein, qui est du début de la semaine. Bonjour Sébastien Barav-Savard, comment ça se passe sur la toile, justement ? Hello, hello, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est un moment encore un petit peu très intéressant. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont en tête. Là, on voit bien sur toute cette ligne-là, on ne sait pas vraiment qui est le premier. On pourrait regarder le classement, évidemment, mais en fait, c'est un petit peu trompeur, évidemment. Le plus important, c'est notre position par rapport au système météo. Donc, on voit bien qu'il y a plein de personnes qui sont égalité, sont beaucoup situées sur cette option-là. Mais on a aussi une option plus au nord, voilà, qui est donnée un petit peu perdante en ce moment sur les fichiers, mais qui est vraiment, vraiment pas loin. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore qui va être premier. Et donc, on va peut-être se demander, mais où est-ce qu'il ne faut pas être Il ne faut pas être, en fait, légèrement en arrière. Alors, souvent, j'ai tendance à vous dire, ce n'est pas grave. Et ben là, pour le coup, c'est un peu plus grave, malheureusement. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Parce qu'en fait, on touche un vent qui a une direction totalement différente et beaucoup plus fort, qui bride notre bateau. Et par exemple, vous voyez, même si je suis ici assez proche, finalement, de la flotte de tête, eh bien, j'ai quand même 5 nœuds de moins que la flotte de tête. Donc, ça risque de un petit peu s'étirer le peloton et les premiers risquent de partir un petit peu devant. Évidemment, la course est encore longue et il va se passer encore beaucoup de choses. Donc, pas d'inquiétude. Mais pour l'instant, ça sent pas trop bon si on est un petit peu à l'arrière de la flotte. Merci beaucoup Sébastien pour ce point en début de semaine. On vous retrouve évidemment en milieu de semaine. Et nous, on va retourner au cœur de la flotte avec Damien Seguin, un skipper apicile, qui nous offre des images assez rares. En effet, regardez celle de sa caméra accrochée tout en haut du mât. Imaginez-vous quand les skippers doivent monter pour effectuer des manœuvres. Cette fois, il ne s'agit pas de ça, juste de profiter de ces quelques images au milieu de l'océan Indien avec Damien Seguin qui pointe à la 17e place et on va redescendre du mât si vous le voulez bien pour le point météo. Étienne, en effet, qu'est-ce qui attend les skippers et surtout peut-être quels sont leurs objectifs ? Oui, c'est une bonne question pour ce début de semaine. Hein. L'objectif un peu de la semaine, on va le voir. Là, on est sur une prévision, on a des routages. Hein. On a Charlie Dalin qui est en tête ici, suivi par Sébastien Simon, Johan Richomme et Thomas Ruyant. Quel va être l'objectif en fait pour Charlie? Ça doit être d'imprégner du rythme en fait dans la flotte. Et on le voit ici qui est en train de se dessiner cette dorsale anticyclonique qui peut jouer. Là, on est à plus 48 heures. Regardez ici. On a une zone bleue et ça pourrait faire en fait une forme de barrière. Et ça, ce serait vraiment le jackpot en fait pour Charlie, c'est d'arriver à prendre le vent, à continuer à aller vite, à des vitesses à plus de 20 nœuds, et derrière de se faire bloquer dans la pétole, dans beaucoup moins de vent, ce qui donnerait un système d'écart, ce qui donnerait beaucoup d'air en fait à Charlie, de se dire ok, on peut imprimer un peu moins le rythme, je commence à avoir d'air. Donc vous comprendrez que derrière c'est tout l'inverse. Il faut absolument réduire l'écart au maximum pour éviter cette cassure. Donc on a deux manières de mettre du rythme, soit on va mettre du rythme dans le bateau en voulant aller vite, en voulant aller fort, soit c'est la météo qui va donner le rythme et on l'illustre bien avec le groupe de l'arrière où on retrouve ici Jean Le Cam, Giancarlo Pedoté, Arnaud Boissière et Louis Duc. Et on voit que c'est la météo, on voit beaucoup de couleurs du violet en fait qui arrive notamment derrière sur Fabrice Amédéo. Ça va être une semaine, un début de semaine très actif, très punchy. On a vraiment un océan Indien qui est actif là pour toute la semaine, donc il va encore avoir de l'action. Mais comme on le disait tout à l'heure, Benjamin Ferry l'a dit, ça navigue très très bien, donc on va avoir de très belles choses encore. Ça navigue très très bien, mais c'est effectivement parfois un peu dur. Et alors, on parle des îles Kerguelen. Est-ce que certains skippers vont enfin les voir, ces îles ? Eh bien non, je suis désolé, les îles Kerguelen, on les voit ici, hein, elles sont là. Et dans la prévision des routages, et vu les conditions annoncées, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'en rapprocher. Donc pas d'îles Kerguelen en vue encore, Edwige. Et quand on parle des Kerguelen, forcément, Bernard Stamm, ça vous parle. Rappelez-nous un petit peu cette aventure, cette mauvaise aventure peut-être, mais vous les avez vus et vous avez une super photo qui avait à l'époque effectivement été un peu diffusée partout avec ce phoque devant le bateau. Rappelez-nous un petit peu cette aventure, cette mésaventure. Alors, effectivement, moi, je les ai vus, les Kerguelen, un peu de trop près. Ouais. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances qui m'a fait... Alors, j'étais déjà plus en course parce que j'avais des problèmes de safran. Moi, je me rendais à Fremantle et parce que je savais que je pouvais pas réparer au Kerguelen, donc c'était pas un objectif, mais par contre, il y a eu du très mauvais temps d'annoncer. Et puis,
dernier moment, il y a eu changement d'avis. J'ai dit que j'allais m'abriter. Je suis arrivé au mauvais moment de la tempête. Et en fait, la base au Kerguelen, elle se situe à l'intérieur des Kerguelen, mais au vent de la côte. Donc, dans la tempête, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai fini pris dans les algues, ces grandes algues qu'on appelle des kelps, qui bordent des îles sur l'Antarctique, là, et voilà, non, et donc après, avec le vent, ça m'a amené sur les Kerguelen. Voilà. Alors, on ne vous entend pas très bien, mais finalement, c'est peut-être comme en 2012. Bien sûr, il y a cette aventure malencontreuse. Mais qu'est-ce que vous gardez finalement de cette édition? Cette autre édition, hein, ce n'était pas la même, évidemment. De l'édition 2012? Oui. Ah l'édition 2012, j'en garde déjà un bon souvenir parce que ouais, là en fait dans mon projet j'avais j'avais pu monter, j'avais un bateau neuf, j'avais tout ce qu'il fallait pour bien bien participer à ce Globe et finalement j'ai eu pas mal de problèmes techniques à régler assez rapidement et finalement ça m'a passé l'énergie qu'il a fallu régler jusqu'à cet épisode d'un marin qui est monté sur mon bateau que je n'ai pas vu. C'est ça, où vous avez été disqualifié. Alors, on ne vous entend pas très bien, Bernard, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, nous avons donc un skipper, et pas n'importe quel skipper hein, pour cette édition du Vendée Live. En effet, nous sommes avec Jean Le Cam, à 65 ans, et pour son 6e Vendée Globe, Jean se trouve en 18e position. Bonjour, Jean. Alors, on ne va pas réussir à vous voir, mais on vous entend, bien évidemment. Quelles sont les nouvelles à bord, alors que tu as passé l'Afrique du Sud, Jean? Écoute, ouais, ça fait déjà 3-4 jours qu'on a passé l'Afrique du Sud. Et puis là, là, tout va bien. Hein. Là, je viens d'empanner justement. Parce que c'était juste... peut-être que j'ai empalé trop tôt d'ailleurs, mais bon. Moi, je suis sur le bâbord à mur. Le bâbord, c'est dans l'hémisphère sud, c'est le bord qui s'éloigne des dépressions et qui te fait rentrer dans l'anticyclone, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans l'hémisphère nord. Donc, je préfère être sur le bâbord un peu trop tôt que être sur le tribord un peu trop tard. Mais tout va bien, là, j'en ai empanné, nickel, parfait. Et c'est en effet pour ça, hein, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent pourquoi on ne t'avait pas eu avant, c'est que tu étais en pleine manœuvre. Et donc, merci encore une fois d'être avec nous en direct, Jean. Alors, Jean, à bord de ton bateau neuf à dérive, hein, tu viens de battre un record de vitesse en enregistrant des pointes à plus de 32 nœuds. Alors, raconte-nous, ça fait quoi comme sensation? Ça fait du bien quand ça s'arrête. parce que déjà, ça veut dire que tu côtoies régulièrement les 28 nœuds, donc si tu veux, et puis là à un moment j'ai vu GPS 32 nœuds, t'es content d'avoir fait 32 nœuds, mais t'as pas envie de refaire quoi, parce que c'est vraiment dans une vague, tu vois, avec le bateau déjà qui est à 28, 29, 30, au début mon record c'était 28, après je dis bon, allez, passer la barre des 30, ça peut être pas mal. Et puis là, je passe la barre des 30. Et puis là, il y a une vague, voilà, des conditions qui font que, avec la vague qui va bien et tout le bazar. Et bam, 32. Voilà. Je dis bon, voilà, ça c'est clair que. Mais ça fait, ça fait plaisir de l'avoir fait, mais t'as pas envie que ça se répète. Ça, c'est fait. Alors, Jean, avec nous en plateau, notre expert météo, Étienne, tu as peut-être un petit mot pour Jean, évidemment. Avec plaisir. Bonjour, Jean. En tout cas, déjà, bravo pour toute cette course jusqu'à maintenant. La question un peu que j'avais envie de poser, c'est
Avec le recul maintenant, il y a déjà un mois de course, le bateau, parce que c'est un bateau qui a été mis à l'eau récemment, il n'a pas de foil, il faut le rappeler, et on voit qu'il y a quand même des belles moyennes de vitesse. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en ressens de cette expérience avec ce bateau-là? Bah écoute, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de recul, même si c'est un bateau qui a été mis à l'eau il y a plus d'1 an maintenant, hein, c'est clair. Mais bon, il faut apprendre aussi à le connaître. Et puis, donc voilà, et petit à petit, ben, on apprend voilà, comment ça fonctionne, quelles sont les limites, à pas dépasser, etc. quoi. Donc c'est assez intéressant. Tout. Jean, avec nous aujourd'hui, ton binôme, hein, ton team manager Bernard Stamm. Bernard, tu as peut-être un mot forcément pour Jean. Jean, pour la blague, on a plus de mal à entendre Bernard que toi. Hein. Pourquoi il a plus de mal à entendre quoi? Bah, la connexion a du mal à se faire avec Bernard. Mais Bernard, est-ce que tu as peut-être un mot pour Jean, évidemment? Ah ben, Jean, déjà, bonjour. Je suis content de t'entendre et puis d'entendre bah, que ça va bien, quoi. Hein. Je suis admiratif de la trajectoire que tu as fait là et que tu es en train de faire. Donc je suis content que tout va bien. Bah écoute, merci. Mais déjà, Bernard, c'est pas mon team manager. Bernard, c'est mon Bernardo. Pas pareil. Différent. Et Ah bah oui, c'est différent. Et justement, Jean, une dernière question et après on te laisse à la manœuvre. Mais comment ça s'est passé ce lien avec Bernard? Il y a Bernard le Suisse et puis il y a toi. Comment ça se passe entre vous deux? Comment ça s'est passé la préparation? Ah bah ça s'est passé nickel. Heureusement que Bernard était là parce que moi, avec les multiples obligations, si tu veux, que tu peux avoir avant le départ d'un Vendée Globe, que ce soit surtout médiatique, etc. Donc c'est vrai que d'avoir une personne qui a déjà l'expérience d'un Vendée Globe et de beaucoup de tours du monde, bah, pour moi c'était hyper précieux parce que c'était d'abord des compétences et puis une libération de l'esprit. Ça c'est essentiel avant le départ d'un Vendée Globe. Encore merci Bernard. Bernard, quand on a les remerciements d'un Jean Le Cam, le doyen, le roi Jean, c'est la classe quand même, non? Ah ben, c'est sûr que ça fait plaisir. Ben après, moi, je suis venu à deux mois et demi avant le départ. Il y a toute son équipe qui a fait un boulot magnifique pour ben, construire d'abord et puis après préparer le bateau. Donc, c'était un plaisir. Et puis, ben, c'est toujours pareil quand on est toujours un peu inquiet qu'il y ait un truc qui se passe pas bien et ben, comme là, ça a plutôt l'air de bien se passer. Ben, c'est une super satisfaction. Tout se passe bien, on est ravis de t'avoir eu, Jean. Évidemment, tu te doutes bien que nombreux sont ceux qui te suivent, à commencer par les gens ici, en direct, au Sable d'Olonne, qui vont t'applaudir pour t'encourager, Jean. Et n'hésite pas à nous donner des nouvelles. On a hâte à nouveau de t'avoir en direct dans le Vendée Live. Merci beaucoup, Jean. Allez, nous, on va se rendre à présent à Cape Town, où se trouve Louis Burton. Hein, après une avarie sur une pièce qui tient le mât, le skipper de Bureau Vallée a été contraint d'abandonner sa course et de rejoindre l'Afrique du Sud après une arrivée chaleureuse avec des écoles et même des sablets qui étaient sur place et qui l'attendaient. Eh bien, le skipper et surtout son bateau sont en sécurité et déjà prêts à repartir. Écoutez. Alors, les prochaines étapes, il y a un peu d'administratif parce que quand on arrive par la mer quelque part, ben voilà, il faut faire un peu l'administratif. Ensuite, il y a mon équipe qui est arrivée en avion hier avec du matériel pour remplacer tout ce qui a cassé, notamment les pièces structurelles. Donc, on va faire ça, on va refaire encore des renforts sur les réparations de coques et de ponts et reprendre la mer dès que c'est possible pour rentrer en Europe.
Alors, les prochaines étapes, il y a Voilà, un peu et on d'administration. sera évidemment peut-être présent pour accueillir Louis Burton. Merci Bernard Stamm d'avoir été avec nous malgré cette connexion difficile. Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Tu parlais de l'imparfait en disant ça s'est bien passé, mais évidemment ça va continuer à bien se passer pour Jean. Et puis eh bien nous, on va terminer cette émission. Mettez vos cirés et en effet, accrochez-vous parce que ça va cogner. On embarque avec Johan Richomme. Salut. Là, ça bourrine fort. Il y a 35-40 nœuds très réguliers, ouais, 36 de moyenne. Ouais. Bon, on voit bien, on est sur la carte, là, dans le rouge, là, ça c'est la zone à 35-40. Ça va planter fort. Oh la vache. 34 nœuds dans le bas de la vague, là. Ça va pas planter très fort.